Hello Victoire, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu aujourd'hui? Hello Aline, écoute, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Mais moi aussi, on se connaît pas du tout, toi et moi. Et pourtant, ça a été fluide dès le début. J'ai hâte d'enregistrer cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en 3 bullet points? Si je te disais, résume-moi qui est Victoire et indirectement qui est Méora aussi en 3 bullet points, comment tu présenterais la chose? Ça marche. Écoute, j'ai créé ma marque de bijoux Méora quand j'étais étudiante, vraiment par passion. Et 5 ans plus tard, c'est devenu mon métier. Je suis passionnée par tout ce qui est activité créative, tout ce qui est manuel. J'adore la photo, le dessin, la couture, j'aime bien toucher à tout. Et en troisième point, je dirais c'est une valeur qui me tient à cœur, c'est la liberté. Je pense que c'est pas pour rien que je suis devenue entrepreneur, c'est quelque chose qui me drive tous les jours et qui est important pour moi. J'attaque dans le dur direct. Est-ce que tu as la sensation d'être plus libre aujourd'hui? Alors à 100%, oui. Le fait d'être entrepreneur, du coup, je décide vraiment ce que je fais. Bah, déjà, tout simple, mes journées, comment je les organise, faire mes tâches en fonction de mon énergie. Et surtout au niveau du business, je prends les décisions qui me semblent les plus stratégiques. C'est vraiment moi qui décide, donc j'ai la liberté de tout faire avec mon business. Oui, à 100%, ouais. J'ai rarement l'occasion de recevoir sur le podcast des profils comme toi qui sont dans le produit physique. Donc toi, tu es la fondatrice de Méora, qui est une marque de bijoux, de joaillerie fine. Je sais pas si on peut dire joaillerie, mais en tout cas des bijoux fins plutôt en or, plaqué or. C'est du plaqué or et de l'argent, donc plus bijouterie fantaisie, je dirais, ouais. Ok, donc bijouterie fantasy. J'ai rarement l'occasion de recevoir des personnes qui font du produit physique, du e-commerce, etc. Donc j'ai plein de questions à te poser parce que je sais qu'une partie de l'audience du podcast me réclame souvent des épisodes comme ça. Donc il y a à la fois ce côté gérer une marque de produits physiques et à la fois ton parcours qui est hyper inspirant de se lancer à 18 ans, se lancer solo. Aujourd'hui, tu es encore toute seule, t'as pas d'associé, t'as pas fait de levée de fonds, tu as un business qui tourne à plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc j'ai hâte de voir comment ça s'organise dans les coulisses. La première question que j'ai pour toi, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Méora? Comment t'es venue l'idée? Pourquoi le nom Méora? Quelle est l'histoire derrière? Et qu'est-ce qui, selon toi, te différencie de toutes les autres marques qui font de la joaillerie fantasy comme tu peux en faire? Alors ça a commencé vraiment par une passion que j'ai depuis toute petite pour la création de bijoux. J'en fais vraiment depuis longtemps. Je me rappelle quand j'étais enfant, je piquais les pinces dans la caisse à outils de mon père pour rafistoler un peu mes bijoux, pour en faire des nouveaux. Donc ça a été quelque chose qui m'a toujours passionnée, mais j'en faisais surtout voilà pour mes proches. Pour moi, j'ai jamais eu trop l'idée d'en vendre. Et en fait, c'est quand je suis arrivée à Paris pour mes études, je suis tombée sur une petite boutique qui s'appelle la Perlerie 22. Pour les amateurs de bijoux en général à Paris, ils connaissent. En fait, c'est une boutique où il y a plein de chaînes, plein de pendentifs, plein de perles. C'est vraiment la caserne d'Alibaba et tout est magnifique, tout est vraiment en plus dans l'air du temps, tendance. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah là, franchement, j'ai envie de faire un truc. J'avais envie littéralement de tout acheter. Donc je me suis acheté un petit stock, je pense honnêtement pour 300 euros. J'ai acheté voilà des chaînes, des apprêts, des pendentifs. J'ai commencé à en faire chez moi. Et là, je commence à me retrouver derrière une petite montagne de bijoux et je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je me rappelle, c'était le 1er janvier 2018, un peu comme une bonne résolution, un peu sur un coup de tête. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, ouvre ta boutique en ligne, on sait jamais, ça peut marcher, on va voir ce que ça donne. Je faisais vraiment ça par passion, pas pour créer un business. Honnêtement, au fond de moi, j'avais pas l'impression que ça allait se vendre. Je me disais, mais qui va vouloir acheter mes bijoux? Et au final, on en est là aujourd'hui. Quelques années plus tard, voilà, c'est mon métier. Ce qui me différencie du coup dans mes bijoux, c'est surtout le design. C'est des designs qui sont très fins, très raffinés. La qualité aussi, c'est des bijoux qui résistent à l'eau. C'est des matériaux inoxydables, donc j'utilise du plaqué or, de l'argent, de l'acier inoxydable. Il y a toute l'image de marque aussi qui va différencier Méora des autres marques. C'est un univers qui est très doux, très lumineux, très féminin et aussi très bienveillant. J'essaie d'avoir une bonne proximité avec mon audience et mes clientes. Donc je dirais que c'est ça qui va surtout me différencier des autres. Et pour le nom de marque, alors faut savoir que quand j'ai commencé, comme j'ai créé mon e-shop en ligne littéralement en l'espace d'un jour, je voulais pas me casser la tête à trouver un nom. Donc à l'époque, ça s'appelait Victoire Collection. Parce que c'était facile, je me suis dit, allez hop, je vais pas passer 3 heures dessus. Après quelques années, quand je me suis vraiment mise sur la marque pour la développer, là, je me suis dit, ça va pas, ça fait un petit peu trop amateur comme nom. Donc, j'ai pris une agence qui m'a aidé à refaire toute ma DA, qui en même temps était d'accord avec moi et qui m'a dit, le nom, faut le changer, faudrait un truc plus court, plus impactant, dont on se rappellerait plus. Du coup, comme briefing, je lui avais dit, bah, j'aimerais bien un mot qui fait référence soit à la lumière, soit à la douceur, soit à l'éclat. Et après, c'est l'agence qui m'a proposé plusieurs noms et on est venu avec l'idée de Méora, ça veut dire lumière en hébreu.
Je trouvais que ça sonnait super bien, ça se retenait plus facilement, donc on est parti sur ce nom-là. Trop chouette. Il y a une chose qui marque dans ton parcours, c'est que tu dis, bah oui, bah j'avais 18 ans, j'avais à peu près 300 € de stock de bijoux fait chez moi par passion. Je me suis dit, je vais créer une boutique en ligne. Alors, j'entends, je salue l'esprit entrepreneurial, etc., mais je pense pas que beaucoup de personnes aient cette idée-là. Et surtout, je vois tellement de freins, de croyances, d'idées que les personnes peuvent avoir avant de se lancer, de je sais pas faire, je suis pas technique, est-ce que ça va se vendre, et puis comment, et puis pourquoi. Et toi, juste en une journée, tu as lancé le truc sans te poser de questions. D'où te vient cet esprit entrepreneurial? Et il y a vraiment eu 0 doute sur le moment ou il y en a eu un petit peu quand même? En fait, je pense que ça fait déjà partie de ma personnalité de base, de me dire: «OK, il y a l'inconnu, je sais pas comment je vais faire, mais vas-y, je me lance». Je fais ça un peu dans toutes mes passions. Par exemple, je me suis mise à la couture il y a pas longtemps, je sais pas faire et je me suis dit: «Ah bah vas-y, je vais me faire, une jupe et je vais me débrouiller, je vais regarder un tuto», partant de rien avec aucune notion. Donc là, c'était un peu pareil, à l'époque, c'est vraiment un peu sur un coup de tête, un peu un instant de folie où je me dis: «Bon bah vas-y, let's go», sans trop réfléchir. Et pour les freins, je vais pas te dire qu'il y en a pas, mais c'est justement, je me disais: «Mais c'est pas grave, de toute façon, ça va pas marcher, au pire, ça va pas se vendre». Je partais limite, défaitiste. En fait, je le faisais plus pour moi, pour le kiff de me dire: «OK, je vais essayer de faire une boutique en ligne», plutôt que de me dire: «Vas-y, je vais vendre, plein de bijoux, ça va marcher». C'était vraiment plus quelque chose que je faisais pour moi, pour ma passion et pour évoluer un peu dans cette passion. Mais j'avais pas du tout l'ambition de faire un truc qui allait marcher à fond. Donc, franchement, les freins, je les voyais bien, hein. Je me disais: «Mais comment on va me trouver? Pourquoi les gens vont acheter chez moi?» Mais en soi, je m'en fichais un peu. Je me suis dit: «Bon, bah, on voit, j'ai rien à perdre». T'avais pas d'enjeu particulier non plus en mode, je suis dans le cadre d'une reconversion, faut absolument que j'en vive dans 3 mois, sinon après j'ai plus le chômage. C'est vraiment un projet à côté, quoi. Carrément, bah, ouais, j'étais en études, j'avais pas besoin de revenus en plus, donc ça restait vraiment ma passion, en fait, donc c'est pour ça que je pense que ça m'a pas du tout freinée. Alors que si je faisais ça direct après mes études, sans emploi, que j'avais besoin d'argent, honnêtement, je pense que je me serais pas lancée parce que j'aurais eu trop peur. Là, j'aurais vraiment vu tous les freins en face de moi, donc ça a dédramatisé peut-être un peu la décision, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai fait, ouais. Et maintenant, j'aimerais bien que tu parles un peu des premières ventes, parce que justement, tu t'es dit: «OK, mais du coup, est-ce que vraiment il y a des personnes qui vont acheter? Comment est-ce qu'on va me trouver?» Est-ce que juste tu as mis ce site en ligne et comme par magie, on se doute que c'est pas le cas, mais ça a fonctionné immédiatement. Quelles sont toi les actions de com que tu as tout de suite mis en marche? Qu'est-ce qui a fonctionné? Au bout de combien de temps sont venues tes premières ventes? Quel était le panier moyen? Est-ce que tu as tous ces souvenirs-là en tête? Ah bien sûr, j'ai l'impression que c'était encore hier. En fait, faut savoir que j'ai commencé sur Etsy. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une marketplace, pour les petits créateurs. J'ai eu la chance de me lancer à un moment où Etsy était un peu moins connu, j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Les vendeurs se sont beaucoup professionnalisés dessus, mais à l'époque, c'était vraiment des petits créateurs comme moi qui faisaient leur passion, voilà, dans leur chambre, qui mettaient en ligne, leurs créations. C'était pas forcément des choses très travaillées, ce qu'on voyait sur la plateforme. Du coup, j'ai eu un peu la chance d'arriver à ce moment-là et moi de proposer quelque chose de très soigné dès le début, même si je faisais avec les moyens du bord. Tu vois, je prenais les photos à l'iPhone, mais je faisais en sorte que ce soit très joli. Les bijoux aussi étaient bien soignés, même si c'était fait à la main avec mes petits moyens. Donc j'ai commencé vraiment sur Etsy et ça a été 100% de mes canaux d'acquisition pendant 5 ans. Tout le long de mes études, en fait, je suis restée juste sur Etsy parce que je considérais ça vraiment comme ma passion et je travaillais pas énormément dessus. Et en fait, c'est vraiment grâce à l'algorithme que j'ai généré le premier vrai salaire, on va dire. En fait, plus tu fais des ventes sur la plateforme, plus tu as des avis positifs si ton produit est bien, plus les gens recommandent chez toi. L'algorithme, du coup, prend tout ça en compte et va te mettre encore plus en avant, donc encore plus de commandes. Et en fait, c'est un vrai cercle vertueux. Donc, j'ai eu la chance de bénéficier de ça pendant 5 ans. Et en fait, chaque année, je faisais quasiment du x2. Donc c'est pour ça que c'est allé, assez vite. La première année, j'ai fait juste, une petite centaine de ventes. J'ai eu ma première vente, je pense, au bout d'un mois et après c'est aux périodes de fêtes de fin d'année où là, ça a plutôt bien marché pour l'époque et chaque année, on était sur une bonne croissance, une bonne pente grâce à Etsy et je faisais un tout petit peu de la com, sur Instagram à côté, mais honnêtement, je passais pas tant de temps que ça dessus. Je mettais tous mes efforts sur Etsy à renouveler les fiches produits, faire des nouvelles collections, améliorer mes photos. Donc c'était vraiment ça le début et après quand je me suis lancée à plein temps au bout de 5 ans, là j'ai mis plein d'autres actions concrètes pour justement essayer de m'affranchir un peu d'Etsy parce que oui, c'est génial, ça m'amène plein de ventes, mais je suis aussi hyper dépendante de cette plateforme et ça peut être dangereux. Donc j'ai trouvé plein d'autres moyens pour faire décoller la marque autrement. Quand tu dis: «Au bout de 5 ans, j'ai commencé à en vivre», est-ce que les 5 ans, c'est l'année 2024-2025 ou est-ce que c'est arrivé un petit peu avant?
J'ai commencé en 2018, du coup, c'était en 2022-2023 et c'est pile au moment où j'ai fini mes études, donc c'était parfait. C'est là où j'ai pu décider de me lancer à plein temps. Trop bien. Donc, tu étais sur Etsy, vraiment, et tu juste te concentrais sur Etsy. Tu me parlais d'algorithmes, d'optimisation de fiches produits. Est-ce que tu t'es très vite formé et intéressé à la question quasiment dès le début ou est-ce que c'est venu plus tard? Pour le coup, ouais, dès le début, j'ai pris ça au sérieux. Je me suis dit, quitte à faire tout un e-shop sur Etsy, autant essayer de vendre quand même un minimum. Donc, je me suis renseignée sur toutes les choses à faire, toutes les recommandations qu'on pouvait avoir pour optimiser son magasin et ses fiches produits. C'est plein de petites astuces qui, à droite à gauche, peuvent faire la différence au final et augmenter le référencement. Ouais, ça, j'ai eu l'intelligence de le faire dès le début et je pense que ça m'a bien aidé. J'aime bien parce que ça montre qu'au-delà de juste mettre en route son projet, en fait, s'intéresser à l'algorithme de la plateforme sur laquelle on se situe. Donc, c'est Etsy, ça aurait pu être Pinterest, ça aurait pu être Instagram, ça aurait pu être TikTok, etc. En fait, apprendre à jouer le jeu des plateformes, c'est hyper important. Comment est-ce que tu as pu te former, entre guillemets, sur la question? Est-ce que tu as acheté des formations? Est-ce que c'était juste des tutos YouTube? Est-ce que tu as parlé un peu autour de toi? Comment tu t'y es prise? Pas mal de tutos YouTube, ouais, beaucoup de blogs aussi. Etsy a aussi son propre blog qui met en avant toutes les bonnes pratiques à faire pour bien vendre sur la plateforme. Donc c'était un peu un rassemblement d'informations de plein de sources. J'ai pas acheté en particulier de formation parce que à l'époque en fait j'étais pas du tout dans ce mindset-là de me dire ok je vais vraiment investir à fond. J'étais plus dans le mindset de on fait avec les moyens du bord, je récolte les infos que je peux récolter et je fais avec. C'est hyper intéressant. Si aujourd'hui tu devais donner 3 astuces avec lesquelles genre tu pourrais pas faire autrement que de les utiliser sur Etsy, tu te dis toute créatrice devrait les utiliser lorsque soit elle met un produit, soit elle rédige une fiche produit ou un truc comme ça. Ce serait lesquelles? Moi je connais pas du tout Etsy, mais genre quelles sont les 3 bonnes pratiques à adopter là aujourd'hui en 2025? En premier, ça va être les photos. Donc très très bien soigner ces photos et essayer d'avoir ton produit qui est capturé dans différents contextes. Par exemple pour les bijoux, je vais essayer de capturer des photos portées sur la peau, aussi des photos pack shot, tu vois un bijou tout propre sur fond blanc où on voit vraiment tous les détails et aussi d'autres photos plus dans le contexte. Par exemple le bijou dans une boîte à bijoux ou qui sort du pochon pour que l'utilisateur, quand il arrive, il ait une bonne idée de tout le produit, il voit toutes les mises en scène et il n'est pas là à se demander «Ah, mais à quoi ça ressemble sous cet angle ou porté de cette manière?» Donc ça, c'est super important, les visuels. Et même le contenu vidéo sur Etsy, il est hyper poussé. Juste des petits plans vidéo de 3 secondes, par exemple, ça rassure aussi beaucoup de voir «Ok, c'est un vrai produit, là, on le voit en vidéo». Donc ça, c'est quelque chose que je recommanderais. Et après, dans toute la fiche produit, il y a plein de champs à remplir. Donc le titre, la description, les tags. Et en fait, ça fonctionne un peu comme un site internet. Il y a du SEO, mine de rien. Donc il faut vraiment se renseigner et se mettre à la place du client et se dire, OK, s'il aimerait trouver mon produit, qu'est-ce qu'il taperait comme mot-clé pour avoir ce produit dans ses résultats de recherche? Et ça demande un peu d'expérience, ça demande de fouiller aussi sur Etsy, aller voir aussi ce que font les autres pour trouver les bons mots-clés. Et c'est comme ça qu'après, la majorité des gens me trouvaient, moi par exemple, sur Etsy. Et en troisième lieu, ce serait utiliser la totalité des tags disponibles. On peut en mettre jusqu'à 13. Donc parfois, on n'a pas forcément 13 idées de tags à mettre, mais au final, plus t'en mets, plus t'as de chances d'être trouvé. Donc il faut juste se creuser un peu la tête, quitte à mettre parfois des mots très niches. Tu te dis, mais personne va taper ça. Mais au final, s'il n'y a pas grand monde qui le tape, il y aura aussi pas beaucoup d'offres. Donc tu seras parmi le peu d'offres. Donc logiquement, ça peut convertir. Donc ce seraient les 3 astuces que je recommanderais. C'est fascinant. Encore une fois, je connais pas du tout Etsy, donc je découvre. Ça me fait beaucoup penser au final à un espèce de Pinterest, mais avec l'aspect e-shop qui est beaucoup plus poussé, mis en avant. Mais quand tu me décrivais les différents champs, je voyais que quand tu mets une épingle en ligne sur Pinterest, pareil, par le titre, la description, les mots-clés, potentiellement la localisation aussi. Donc ça m'évoquait ça. C'est carrément ça, ouais. Ça ressemble beaucoup. Et ouais, là, c'est vraiment axé petit créateur, même si de plus en plus, il y a d'un peu plus grosses boîtes qui ont des moyens qui se mettent sur cette plateforme et du coup, ça perd un peu cet aspect-là. Mais dans l'essence, c'était ça. Donc tu commences sur Etsy. Au bout de 1 mois, tu as tes premières ventes. Au bout de combien de temps tu as tes premières ventes qui viennent d'Instagram? Je dirais peut-être au bout de, à mon avis, 2 ans, honnêtement. 2 ans, c'est-à-dire que pendant 2 ans, tu as tourné que avec Etsy et tu publiais sur Instagram, même à rythme désynchronisé ou autre, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de vente sur Insta. Ouais, ouais, ouais. Honnêtement, pendant même les 5 premières années, c'était globalement la grosse majorité, c'était Etsy. Et Instagram, quand j'étais en études, oui, je publiais par-ci, par-là, mais en fait, il n'y avait aucune stratégie derrière à l'époque. Je publiais histoire d'avoir au moins un peu une vitrine sur Insta, mais j'avoue que je n'y mettais pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'efforts.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as quand même persévéré pendant ces 2 ans à publier sur Insta sans voir de résultats? Je pose la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'audience qui, en fait, même au bout de 6 mois sans aucune vente, en postant plus ou moins régulièrement, vont totalement se décourager et abandonner la plateforme. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as persévéré? Je voyais vraiment l'aspect long terme. Je me suis dit, bon, bah, comme sur Etsy, j'ai l'air d'avoir une bonne croissance, c'est sûr qu'au bout d'un moment, j'aurai besoin, ce sera indispensable d'avoir une vraie vitrine sur Instagram, un compte un peu travaillé. Donc je me suis dit, bon, bah, j'abandonne pas, même si ça porte pas ses fruits aujourd'hui, au moins j'aurais commencé le travail dès maintenant, même si, comme je te disais, j'y mettais pas énormément d'efforts, mais je me disais, bon, ça me servira toujours pour plus tard et je pourrais pas regretter de ne pas l'avoir fait, quoi. Donc, tu t'es dit: «Je persévère pour l'amour de l'art et pour la gloire, pour la postérité». Et du coup, toujours cette période de 5 ans, parce que j'essaye vraiment de tout décortiquer, hein, tu vois? Je vais te chercher, je te pose plein de questions. Cette période de 5 ans, donc tu as Etsy qui cartonne de plus en plus, tu fais 1 fois 2 d'année en année. Tu as Instagram, sur la plateforme, tu postes, mais tu as pas de résultat jusqu'au bout de 2 ans. Quelles sont les autres plateformes? Quels sont les autres leviers de visibilité? Quels sont les autres moyens que tu as mis en place sur la période 2018-2023, en dehors d'Instagram et d'Etsy, s'il y en a? Bah, en fait, ça va arriver après parce que, ouais, pendant vraiment 5 ans, je me suis concentrée que sur, Etsy et sur Insta. Comme je voyais ça de manière très: «OK, c'est ma passion, c'est ma petite activité sur le côté et tout». J'avais pas l'ambition d'aller chercher plus loin, donc tous les canaux d'acquisition que j'ai pu aller chercher, c'est arrivé après, une fois que je me suis lancée à plein temps, dans mon activité. Et là, je me suis dit: «OK, il faut que tu arrêtes de voir ça un peu comme un hobby. Maintenant, c'est ton métier. Il faut que je trouve plein de solutions pour développer mon business». Et ce qui m'a beaucoup motivée, c'est le fait de me dire que, c'était pas durable d'être autant dépendante d'Etsy. Si un jour l'algorithme, on ne sait pas pourquoi, me diminue de visibilité, il faut que je trouve un plan B. Du coup, j'ai trouvé plusieurs autres moyens d'acquisition. Il y en a un qui a fait une grosse différence, qui aujourd'hui fait peut-être la moitié de mon chiffre d'affaires, je pense. C'est de m'être tournée vers le B2B, de chercher des revendeurs. Au début, je cherchais un peu à la main, en démarchant un par un, et au final, ça me prenait énormément de temps pour pas beaucoup de retombées. Donc, je me suis dit, ah, OK, il faut que je trouve un moyen pour accélérer le processus et pour toucher plus de monde. Et en me renseignant, je trouve aussi une marketplace qui met en lien des marques avec des revendeurs. Donc, les revendeurs, c'est des petites boutiques, par exemple, de fringues, des concept stores. Ça peut être des spas, des coiffeurs qui ont besoin de bijoux ou d'accessoires dans leur boutique pour les vendre à leurs clients. Il y a 2 marketplaces qui sont assez connus. La marketplace qui s'appelle Faire, c'est américain, et Encore Store, c'est français, donc c'est les 2 majeurs dans l'industrie. Donc je me suis inscrite sur les 2 et là pareil, la magie de l'algorithme fait son travail. Quand tu proposes des bons produits, les gens reviennent, te mettent une bonne note, et en plus avec le B2B, c'est vraiment magique parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de freins à l'achat, les gens ont plus de budget, ils ont besoin d'acheter et surtout ils reviennent en fait très régulièrement. Si eux dans leur magasin, ils vendent super bien les bijoux que je propose, ils vont me repasser des commandes toutes les 3 semaines ou tous les mois. Donc ça a vraiment joué Ah, dans la c'est fou! balance. Ouais. Et on n'y pense pas forcément, je trouve, les B2B quand on commence une marque de vêtements ou de bijoux, parce que la logique, c'est juste de vendre à des particuliers comme nous-mêmes, on est consommateurs. Mais en fait, c'est un segment qui marche super bien, donc je conseille le B2B à tout le monde. Et ça fait un super bon complément de revenus. Là, c'est quasiment la moitié de mes revenus. Il y a eu ça en premier. Après, il y a eu la presse. Pareil, c'est quelque chose qui me paraissait un peu impossible au début. Je voyais mes concurrents qui avaient des super articles de presse dans des médias prestigieux comme dans Elle, dans Forbes, etc. Et je me suis dit, mais attends, il y a forcément un moyen pour que ça marche. Du coup, je me suis renseignée sur comment contacter les journalistes. En fait, ça sert à rien de les contacter, juste de leur dire, s'il vous plaît, parlez de mes bijoux, ça va pas marcher. Mais ce qui marche pour être publié, en fait, c'est de leur proposer un angle d'article dès le début dans le mail du démarchage. Par exemple, j'ai pensé à un article sur, je dis n'importe quoi, les 7 bijoux tendances de la rentrée. Et du coup, dans la sélection, bien sûr, je mets un bijou de ma marque et ça a vachement bien marché. Et tu vois, sans budget, du coup, j'ai été publiée dans des médias prestigieux comme dans Elle, Gala, Stylist. C'est fou ce que tu es en train de me dire, parce que je pensais que tu allais me dire que tu avais fait un peu du public postage, tu avais accepté ces publications où tu payes quelques centaines ou milliers d'euros pour avoir un fake article qui met en avant ta marque, qui parle de toi, ce qui est un modèle de rémunération des magazines aujourd'hui. Là, tu me dis juste, je prends les mails des journalistes, donc je veux savoir après déjà comment tu les trouves, je les démarche en leur proposant des angles d'articles où je place mon produit et ils te disent oui, ils te publient. Ouais, après, pas tout le monde, hein, j'ai démarché quand même plein de monde. Mais déjà, pour les mails des journalistes, en fait, souvent, c'est une info qui est publique. Tu vas sur les sites des médias qui t'intéressent. En général, en bas du site, tu as une rubrique Notre équipe ou la rédaction.
Et en général, ils te donnent soit les adresses mail, soit le nom et prénom, et ils te donnent, tu sais, la formulation de l'adresse mail. Ils te disent prenez l'initiale du prénom, plus le nom, arrobase, le nom du magazine, etc. Donc ça, c'est vraiment pas difficile à trouver. Justement, ils font exprès de les mettre en ligne sur le site. Donc je me suis fait toute une bonne liste de journalistes à démarcher, de magazines, de mode, de lifestyle, d'accessoires. Et après, du coup, j'ai envoyé plein de mails à tous les journalistes. Je pense que j'avais une bonne quarantaine peut-être de journalistes. Et au début, il n'y en a que 2 qui m'ont répondu. Après, j'ai fait une deuxième vague de démarchage 3 mois plus tard. Il y en a 2, 3 qui m'ont répondu. Petit à petit, au fur et à mesure, ça paye. Et en plus, quand tu commences à être dans les médias, après, c'est plus facile parce qu'en fait, les journalistes, ils sont hyper au courant de ce qui se passe dans les autres magazines. Et donc, une fois que tu commences à être visible, tu as plus de portes d'entrée. Les gens disent plus facilement oui parce qu'ils ont déjà vu ta marque quelque part. On pense que c'est inaccessible et que sans budget, c'est pas possible. Mais encore une fois, ouais, ça, c'est carrément faisable quand il y a une petite marque. Il faut qu'elle soit suffisamment un peu quand même développée et voilà, intéressante pour qu'il y ait matière à parler. C'est carrément faisable. J'adore parce que je pense que ça va déjà désacraliser un petit peu le fait d'être publié dans des gros magazines où on s'imagine soit qu'il faut que ce soit eux qui nous approchent, soit qu'on doit payer pour ça. Mais surtout, j'adore parce que le fil rouge pour l'instant qui se dessine, c'est qu'à chaque fois, tu t'es dit, OK, comment est-ce que je peux hacker le système? Sur Etsy, tu t'es dit comment est-ce que je me forme pour hacker le système, comprendre l'algorithme. Sur le B2B, comment est-ce que je fais pour hacker le système et atteindre des revendeurs marketplace? Comment est-ce que je fais pour hacker le système de la presse? Eh ben, je vais prendre les noms des journalistes et les démarcher en leur proposant des angles, etc. Donc, en fait, tu prémâches le travail. Je trouve ça à la fois tellement simple et évident et tellement smart de ta part que je voulais te souligner, quoi. Bah, en fait, c'est ça pour beaucoup, beaucoup des choses que j'ai faites. Souvent, les choses me paraissent impossibles. Et après, j'ai ce demi-temps de réflexion et je me dis, mais non, vas-y, on va essayer de le faire. Trouve un moyen pour que ce soit possible. Mais en fait, souvent, c'est tout simple. En fait, faut même pas se creuser la tête et chercher midi à 14h. Et souvent, c'est carrément faisable. Et j'ai fait ça pour plein d'autres trucs. Bah, par exemple, pour les influenceurs. Sur Instagram, du coup, quand je m'y suis mis de manière sérieuse, j'ai démarché, tu vois, classique des nano-influenceurs. Donc souvent, ça se fait sous forme de gifting produits pour avoir des vidéos UGC. Donc ça a plutôt bien marché. Je fais un petit peu parce que moi, je connais le vocabulaire, mais il y a des gens dans l'audience qui connaissent pas. Tu parles de gifting produit, tu parles de UGC. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Gifting produit, du coup, c'est quand on fait une collaboration avec un influenceur ou une créatrice de contenu. C'est en échange de son travail pour la création des vidéos, lui donner des bijoux de la marque qu'elle choisit. Comme ça lui fait un peu une contrepartie. Les vidéos UGC, c'est des vidéos qui sont créées par les créateurs de contenu ou par des personnes lambda classiques qui vont parler de ton produit facecam, qui vont donner leur avis sur ton produit, qui vont montrer comment elles l'utilisent. Dans le cadre des bijoux, par exemple, elles peuvent te faire une vidéo où elles te disent voilà comment je vais accessoiriser ma tenue. J'ai reçu un colis Méora Paris et là elles enfilent les bijoux, elles les montrent au grand public. C'est ça les vidéos UGC. Les utilisateurs voient une personne qui est plus ou moins connue essayer ton produit et donner son avis. Ça marche plutôt bien. Donc j'avais fait ça sur Instagram et je voulais toucher également des créatrices de contenu beaucoup plus connues. Je me suis dit j'aimerais bien tester au moins une pour voir ce que ça donne au niveau de la visibilité. Bien sûr, je n'avais pas du tout le budget pour rémunérer une créatrice de contenu qui a par exemple 1 million de followers, donc ça c'était pas du tout envisageable. C'est quoi le budget pour avoir une publication ou un réel de quelqu'un qui a 1 million? Je crois que les tarifs varient beaucoup en fonction des personnes, mais au-delà de 5-7 000 euros, je pense, large, un post. OK. Plusieurs milliers d'euros pour un Ouais, poste. ouais, ouais, largement. Et par exemple, il y avait une créatrice de contenu que je suivais depuis le collège qui s'appelle Je ne suis pas jolie. Je sais pas si tu la connais. Ah oui. Que j'ai beaucoup aimé, que j'ai suivi, enfin, et que je suis encore, qui partage un contenu très positif, déculpabilisant. J'adore son état d'esprit. Et je me suis dit, bah, elle, par exemple, j'aimerais beaucoup qu'elle parle de mes produits. Je trouve que nos deux images iraient bien ensemble. Je me suis dit, il n'y a aucun moyen, en fait, que je puisse payer son cachet. Donc, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'essayerais pas juste de lui envoyer une petite lettre, tu vois, un mot pour la remercier de tout le contenu qu'elle crée, du fait que je la suive depuis que je suis au collège, qu'elle m'a beaucoup inspirée. C'est aussi une femme qui a créé son entreprise. Moi, ça m'avait aussi aidée à certains moments de ma vie quand je créais ma marque. Et je lui ai envoyé en même temps des petits bijoux, dont un qui est personnalisé. Et je lui racontais un peu aussi mon histoire dans la lettre. Tu vois, juste, je me suis dit, bon, bah, et au pire des cas, ça lui fait un petit cadeau, elle sera contente, elle va l'ouvrir. Et même si elle partage pas, c'est pas grave, quoi. Et au final, bah, elle a été hyper touchée par ma lettre parce que je pense qu'elle reçoit jamais d'envoi comme ça. À mon avis, elle est démarchée à fond dans sa boîte mail, mais jamais elle a des petites lettres sincères de filles qui la suivaient depuis 10 ans au collège.
Et elle a fait une vidéo de manière hyper spontanée sur ma marque où elle partageait un peu mon histoire, qu'elle était hyper touchée par les bijoux. Donc voilà, comme quoi, faut tester. Faut tester et puis même juste de suivre son intuition, son authenticité, de faire les choses pas que tout dans une démarche commerciale et de visibilité, de rentabilité et tout, mais juste là, tu as suivi ton cœur. Évidemment qu'il y avait ton intention derrière, on est des chefs d'entreprise, mais avant tout, tu as suivi ton cœur et la volonté de dire bah merci. Et tu savais qu'il y avait plus de chances que juste elle apprécie l'attention, mais qu'elle la garde pour elle, qu'il y ait un repartage ou autre. Mais tu es quand même allé parce que pour toi, c'était plus important de lui dire merci et de lui donner cette attention que d'essayer de négocier un poste ou un truc comme ça. Bah carrément, et je pense que oui, ça marche si derrière, il y a vraiment la sincérité qui est là et le cœur qui est là. Enfin, moi, je l'ai fait pour cette influenceuse parce que c'était la seule à qui je pensais et qui vraiment m'apportait beaucoup et m'avait beaucoup aidée dans les années passées. J'aurais pu dupliquer le process et faire ça pour d'autres influenceuses, mais je me suis dit, mais non, je vais pas inventer une histoire et démarcher d'autres influenceuses si au final je les suivais pas avant, ça fait pas sens, quoi. Si je me refocalise sur justement cette année 2023 où il y a tout qui a changé, donc tu as fini tes études. Déjà, comment tu t'es dit, OK, bah, je passe à temps plein sur mes auras, c'est ma mission, c'est ma carrière, je veux travailler là-dedans. Et surtout, qu'est-ce que tu as mis en place pour faire ce shift de je vends sur Etsy à je me développe avec une agence, avec un nouveau nom, un site internet, je fais de la presse, je fais du B2B, je fais de l'influence et de la micro-influence. Raconte-moi un petit peu cette transition. Alors le shift, déjà, ça s'est fait vraiment la dernière année de mon école de commerce. De base, mon plan, c'était de prendre un CDI, travailler dans la mode en tant que chef de produit, donc tu vois plutôt la partie marketing. Et au final, en stage de fin d'études, j'ai décroché un stage chez Van Cleef, qui est une maison de joaillerie hyper emblématique. Donc le stage au final tombait à pic, c'était chouette pour moi de faire un stage dans la joaillerie plutôt que dans la mode. Au final, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup plus que la mode, qui avait un aspect un peu plus éphémère, tu vois, avec les saisons. On renouvelle hyper souvent les habits, on les jette, alors que les bijoux, c'est vraiment quelque chose qui se garde et qui se transmet. Donc là, ça m'a fait réaliser que je voulais bien travailler dans l'univers du bijou. J'ai adoré mon stage, l'émission a été vraiment hyper intéressante. J'avais des missions qui étaient assez stratégiques quand même, on m'a rapidement fait confiance, donc c'était vraiment génial, je me suis éclatée. Mais du coup, j'avais plus cette liberté de faire les choses comme je voulais. Parfois, je donnais mon avis et évidemment, au-dessus, on n'était pas d'accord et on finissait par faire autre chose. Il y avait beaucoup de cadres, beaucoup de process, énormément de réunions, de présentations, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ma liberté me manquait, que j'avais vraiment envie de travailler, oui, dans ce domaine-là qui est passionnant, oui, dans le marketing, oui, dans la stratégie parce que c'était passionnant, mais de travailler à mon rythme, en prenant mes décisions et en essayant de faire mon propre chemin. Donc ça m'a donné un peu un déclic et je me suis dit, bon, je pense que le CDI, c'est pas fait pour toi, en tout cas, pas tout de suite. Donc c'est comme ça que je me suis lancée à temps plein sur ma marque. Le shift s'est fait quand j'ai commencé à faire un plan stratégique. En gros, je me suis dit, il faut que j'ai un plan. Là, je me lance à plein temps. Je suis un peu de nature à m'éparpiller un peu à droite, à gauche. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée pendant une semaine. J'ai fait un peu des catégories où je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux augmenter ma visibilité? Comment est-ce que je peux augmenter ma conversion, ma fidélisation? Comment je peux améliorer mes process logistiques? Plein de catégories où je me faisais un brainstorming toute seule dans ma tête pour générer plein d'idées. Sans ChatGPT? Sans ChatGPT parce qu'à l'époque, il n'était pas encore là. J'ai trouvé plein d'idées super chouettes et en fait, ce que j'ai fait, ça m'a donné en fait une liste énorme avec plein de trucs et ce que j'ai fait, ça a été de le structurer en mes 12 mois de l'année. Et ça m'a aidé, mais vraiment énormément parce que du coup, toute l'année, sur ton mois, tu sais que tu as ça à faire dans ta stratégie et que tu vas devoir avancer dessus parce que le mois d'après, tu as plein d'autres tâches. Et ça te permet d'avancer dans ta stratégie tout au long de l'année, alors que tu es déjà dans le flow un peu de l'opérationnel. On privilégie tout le temps l'opérationnel parce que c'est ça qui est souvent urgent et on délaisse parfois la stratégie. Et là, d'avoir un plan vraiment mois pour mois, ça a été super efficace. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai commencé, oui, à me tourner vers des freelances ou des agences, déjà parce que je commençais à en avoir les moyens et aussi parce que je voyais que concrètement, ils avaient beaucoup d'expertise à m'apporter. Par exemple, ma direction artistique, je pouvais pas du tout le faire moi-même. J'avais fait une école de commerce, pas du tout une école de graphisme ou de direction artistique. J'ai vu vraiment la différence que ça a fait sur ma marque, donc j'en ai profité pour le faire dans d'autres secteurs, par exemple sur mon site. Globalement, je l'ai fait toute seule, mais parfois j'avais besoin de peaufiner certains trucs. J'ai pris des développeurs,
quelqu'un qui m'a aidé à faire tout le SEO de mon site. Ça, pareil, je me suis dit, c'est un bon investissement. Oui, je prends quelqu'un pour 3 mois, mais après, derrière, le SEO, il va travailler tout seul pour le site. Et moi, ça m'a appris aussi à plus comprendre le SEO et à le faire moi-même par la suite. Donc, c'est vraiment cette volonté de professionnaliser un peu l'activité qui m'a donné un peu un coup de pied aux fesses. J'ai vu la différence dans mon business. Même l'image de marque s'est beaucoup améliorée. Je faisais plus du tout les bijoux à la main. Maintenant, ouais, j'ai des ateliers à Paris. Ça a bien changé. Ça te manque pas aujourd'hui de plus du tout faire tes bijoux? J'en fais parfois pour m'amuser, pour les garder pour moi, mais sinon c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'en faire. En fait, au bout d'un moment, quand j'avais plein de commandes et que tous les jours je devais faire moi-même les commandes et moi-même la logistique, ça devenait presque plus une tâche qu'un plaisir parce que je me retrouvais par jour à faire par exemple 15 fois le même modèle et du coup ça devient plus drôle, ça perd un peu son aspect créatif. Donc au bout d'un moment, je commençais un peu à saturer. Je voulais pas que ça devienne une corvée, je voulais pas que ça me dégoûte. Donc c'est pour ça que j'ai pris des ateliers qui en plus faisaient du bien meilleur travail que moi parce que eux, ils ont une vraie technique, ils sont vraiment formés et que j'ai pris quelqu'un pour la logistique. Et du coup, je préfère aujourd'hui en faire pour moi, pour le plaisir ou pour mes proches. Et j'en fais aussi parfois aux ateliers quand je vais les voir et que on prépare ensemble les prototypes. Eux, ils sont en train d'essayer des choses avec des perles, des pendentifs et des chaînes. Et moi, je suis à côté, je fais mes petits tests aussi. Et en fait, ça me convient mieux de travailler vraiment sur la partie création, sur les prototypes, les nouvelles choses. Et par contre, tout ce qui est répétition et grosse production, bah là, du coup, c'est l'atelier qui s'en charge et c'est pas plus mal comme ça, quoi. Je trouve ça magnifique, cette transition de créatrice, artisane, à chef d'entreprise et du coup de déléguer cette partie création. Comment est-ce que tu as trouvé un atelier? Est-ce que ça se trouve facilement? Est-ce qu'il y a des listes où tu vas taper à la porte et lui dis coucou, j'ai besoin de faire 15 colliers par mois? Est-ce qu'il y a des stocks minimum? Enfin, comment t'as abordé cette partie-là? Alors, les fournisseurs, c'est assez compliqué à trouver. C'est un monde qui est assez opaque, je trouve, et quand on cherche sur Internet, on peut vraiment chercher pendant des heures. Moi, il me semble que mon premier atelier, je l'avais trouvé pignon sur rue. Et j'étais rentrée, on avait discuté. En général, le minimum d'achat, c'était peut-être 400 euros, un truc comme ça. Et pour le nombre des pièces, je me rappelle plus, mais pareil, c'était très abordable. Donc le premier, je l'avais trouvé pignon sur rue. Et après, j'en ai trouvé d'autres. Parce qu'en fait, ils ont chacun des spécificités. Il y en a qui sont spécialisés dans l'acier, d'autres le plaqué or, d'autres dans les pierres fines, tout ce qui est collier en perles, etc. Donc j'ai besoin de plusieurs ateliers. D'autres, c'est sur Internet, mais vraiment en écumant Internet parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de liste qui existe. Et d'autres que j'ai trouvés dans des salons professionnels. Pour le coup, pour quelqu'un qui débuterait, bah, je lui conseillerais de faire un salon au premier. Ça lui éviterait des heures de recherche dans le vide. Parce que là, du coup, il y a plein d'ateliers, plein de fournisseurs qui sont prêts à travailler avec toi. Dans le bijou, le salon le plus connu, c'est Bijorka à Paris. Plein de fabricants de bijoux. J'étais rentrée en contact avec un. Parfois, ça le fait, parfois, ça le fait pas. En fait, il faut avoir un peu les mêmes attentes des deux côtés. Il faut que le fournisseur soit réactif. Faut que les bijoux soient de qualité aussi, ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille avec des nouveaux fournisseurs. Bah, faut bien tester la qualité, avoir la même vision. Faut qu'ils soient aussi un peu flexibles, surtout quand on commence et qu'on a des quantités pas très grosses. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai un atelier aussi qui est à Bangkok, qui est spécialisé dans vraiment les bijoux qui n'ont pas besoin de montage. Par exemple, tu vois, une paire de boucles d'oreilles pleines ou une bague, par exemple, ça a besoin d'un moule. Ça, à Paris, ils peuvent pas le faire, ils ont pas les outils pour. Et du coup, je le fais à Bangkok. Et pareil, c'est encore une expertise différente. Donc, j'avais trouvé un premier fournisseur. La qualité était pas top, donc j'en ai retrouvé un deuxième. Donc, c'est un processus assez long, faut s'accrocher. Mais après, une fois qu'on a trouvé le bon, bah, on peut travailler pendant des années ensemble. Le projet que j'ai trouvé, moi, bah, je l'avais trouvé peut-être il y a 4-5 ans et on travaille encore ensemble aujourd'hui, quoi. C'est hyper intéressant, j'adore l'astuce du salon parce que t'es pas la première à me dire, mais en fait, trouver un fournisseur, c'est le truc le plus compliqué presque quand on fait du produit physique et du e-commerce. Franchement, le salon, ça peut être un bon raccourci. Aujourd'hui, du coup, tu crées plus tes bijoux toi-même, même si tu t'occupes évidemment des prototypes, de toute la partie créa, etc. J'imagine que tu as la plateforme logistique à gérer, les fournisseurs aussi. À quoi ressemblent tes journées, Victoire? Est-ce que tu es toujours autant libre qu'avant? Comment ça se passe 24 heures chez toi? Alors, les journées sont bien intenses. Je sais pas si, comme moi, t'aimerais avoir des journées de 48 heures pour caser toute ta to-do. Je pense que c'est le rêve de tout entrepreneur. Bah, en fait, je suis pas très matinale. Donc, le matin, du coup, je vais faire toutes les activités qui requièrent pas trop de raisonnement et surtout des activités que j'aime beaucoup. Donc, ça va être toute la partie créative. Par exemple, si je dois prendre du contenu, bah, je vais faire le matin, des retouches, préparation de mood board, par exemple, pour des shootings ou pour des nouvelles collections.
Ça va être le matin. Le midi, je me prends quand même une petite pause où je déconnecte. En général, je regarde une petite série ou je fais quelque chose qui me vide un peu la tête. Et l'après-midi, c'est hyper variable. Ça va dépendre de ce que j'ai à faire. Par exemple, je peux passer toute mon après-midi aux ateliers, à regarder pour les prototypes, les nouveautés, faire des réassorts, parce que parfois je préfère aller sur place, comme ça je peux discuter avec mes fournisseurs qui sont une véritable mine d'or d'informations, qui sont hyper experts du coup dans le secteur, donc ils peuvent vachement me guider aussi. Et parfois ça va être un peu plus banal, où je suis sur mon ordinateur, je gère les partenariats, les collabs, les réseaux sociaux, le site internet, un peu d'opérationnel. Le service après-vente aussi que j'ai pas délégué parce que je trouve ça super important et j'aime bien le faire. Après, heureusement, j'ai des clients qui sont tous super contents, donc j'en ai pas beaucoup à faire, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais je m'occupe aussi de ça tous les jours, et voilà, un peu de touche à tout en fait, et ça va dépendre des jours. Les réseaux sociaux, c'est toi qui les gères aussi ou t'as délégué ça? Ouais, c'est moi qui les gère aussi. Instagram, vraiment mon réseau social principal. Je fais de la publication aussi automatisée avec Facebook. Mais sinon, c'est que Instagram. C'est moi qui gère les publications. Bah là, par exemple, j'ai pris une stagiaire pour m'aider pour la création de contenu, pour faire tout ce qui est photo, vidéo, on fait des shootings, mais c'est encore moi qui les gère, ouais. Quand tu dis c'est encore moi qui les gère, c'est quelque chose que tu aimerais bien déléguer? Pourquoi pas? Justement, je suis un peu sur le dossier, j'hésite un peu. Bah, j'essaye de trouver la bonne personne qui pourrait bien matcher avec l'univers de Meora. J'ai potentiellement quelqu'un, juste je trouve le pas, il est un peu dur à sauter quand on est tellement habitué à gérer ses propres réseaux sociaux. On se demande comment ça va être avec quelqu'un d'autre. On a peur que tout change alors que je pense pas forcément. Donc potentiellement dans les mois à venir, je pense que c'est une solution que je vais envisager parce que je pense que c'est clairement pas là où sont mes meilleures capacités, la communication. Donc pourquoi pas? Je trouve que c'est le plus difficile quand on est créateur d'une marque. Je suis en marque personnelle, c'est-à-dire c'est moi l'image sur les réseaux sociaux. Toi, tu l'es quand même beaucoup moins, même si on te voit un petit peu aussi. Mais je trouve que c'est toujours le truc le plus difficile à déléguer, cette partie communication, réseaux sociaux, etc. Ouais, bah parce que je trouve la communication, c'est un aspect un peu personnel et presque intime parfois. Du coup, ça nous fait peur de donner la voix de la marque ou de sa marque personnelle, hop, tiens, à quelqu'un d'autre et ne plus avoir le contrôle dessus. Donc, ça peut faire un peu peur, ouais. Je comprends totalement. Aujourd'hui, concrètement, donc là, on est en 2025. La marque est lancée depuis 7 ans. Comment ton business fonctionne? Quelles sont, grosso modo, tes sources de chiffre d'affaires, de trafic, des choses comme ça? Est-ce que maintenant, tu es sur toutes les plateformes, tous les réseaux, Pinterest, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu vends majoritairement en B2B? Est-ce que c'est en B2C? Comment ça se découpe de ton côté? Ouais, alors les sources de revenus, bah maintenant je dirais que le B2B c'est presque 50%. Honnêtement, ça a pris une grande place quand même dans le business. Et après, ça va se répartir entre Etsy et mon site internet. Etsy, ça prend quand même encore plus de place que mon site internet, parce que du coup, le site internet va dépendre que moi de ma communication, des partenariats. Donc c'est assez difficile, je trouve, pour faire venir du trafic organique, tandis qu'une marketplace, ça peut aller 2 fois plus vite. Et après, pour les réseaux sociaux, du coup, ouais, j'ai Instagram qui est clairement le principal, bah, un peu Facebook. Et c'est vrai que oui, j'ai Pinterest. En fait, je m'en occupe pas parce que j'ai mis une automation entre mon site internet et Pinterest. Ce qui fait que dès que je publie une fiche produit, t'as toutes les photos de ma fiche produit qui vont s'envoyer directement à Pinterest sous forme d'épingle. Donc c'est assez pratique, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et c'est vrai qu'au final, Pinterest, ça génère des ventes. Je pense que pour l'industrie du bijou, ça marche très bien parce que du coup, on a besoin de beaux visuels et clairement, c'est l'univers de Pinterest. C'est assez pratique. Et après, je vais avoir tout ce qui est comme source de revenus, des partenariats avec des marques ou des distributeurs. Par exemple, je fais souvent des ventes privées avec la plateforme Choose. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Bah, le même concept que The Braderie, par exemple, ou que VP, vente privée. Pendant 2 semaines, il va y avoir Meora dans l'application pour une vente privée. Et en fait, ils ont une audience super grande qui se connecte quasiment tous les jours. C'est vraiment des acheteurs fidèles qui sont là pour les bons plans, les nouveautés, qui sont vraiment là pour acheter. Et du coup, en 2 semaines, ça peut me faire un énorme pic de chiffre d'affaires comme un mois de fin d'année C'est pour fou. les fêtes de Noël, quoi. J'ai ça, on essaye de faire ça tous les 4-5 mois à peu près. Et après, d'autres partenariats comme des box mensuelles, par exemple, comme Blissim, une entreprise qui envoie des box tous les mois de produits de skincare et de maquillage. Et par exemple, on a collaboré ensemble pour la Saint-Valentin pour une édition limitée. Ils m'ont commandé quelques milliers de pièces qui se sont retrouvées du coup dans les box que les clients recevaient chez eux. Donc moi, c'est tout bénef, ça me fait du chiffre d'affaires et aussi beaucoup de visibilité parce que plein de monde qui me connaissait pas bah, reçoivent un bijou de Meora, un peu comme un échantillon, sauf que là, c'est un vrai bijou qu'ils peuvent porter.
Et du coup, si les clientes aiment bien, elles reviennent sur le site ou elles s'abonnent sur Instagram. Et il y a des partenariats aussi comme ça qui m'amènent du trafic et du CA. Sur Blissim, 2 questions. La première, c'est est-ce que tu as vraiment vu un avant-après en termes de visibilité, de chiffre d'affaires, de nombre d'abonnés, etc. Deuxième question, évidemment, c'est comment est-ce qu'on décroche un partenariat avec Blissim? Je pense que c'est le rêve de beaucoup de créatrices. En termes de chiffre d'affaires, en fait, il y a pas mal de négociations à faire parce que de leur côté, évidemment, eux ont besoin de produits à très faible coût pour eux faire leur marge. Tu vois, ils proposent toute une box avec plein de produits à un prix quand même hyper abordable. Je crois que leur box, elle soit à 17 euros, alors qu'il y a peut-être 4-5 produits dedans. Donc, il y a une négociation qui est à faire avec eux. Et moi, derrière, il y a aussi une négociation à faire avec mon fournisseur. Faut trouver aussi le fournisseur qui peut faire ces quantités dans cette durée de temps et surtout à tel tarif. Donc là, pareil, je suis partie en recherche fournisseur pour trouver quelqu'un qui ferait l'affaire. Mais du coup, oui, en chiffre d'affaires, si tu fais tes bons calculs et un suffisamment gros volume, ouais, ça peut t'apporter un bon chiffre d'affaires en une opération où au final, je fais pas grand-chose à part les négos des deux côtés. Et en termes de visibilité, franchement, ouais, ça m'a apporté quand même une bonne visibilité. C'est pas non plus le truc miraculeux qui va faire décoller une marque, pas du tout. Mais ça m'a apporté une bonne petite vague d'abonnés, des achats sur le site aussi. Et voilà, et potentiellement des gens qui se rappellent de ta marque. Et ça apporte aussi un peu de la crédibilité à ta marque, le fait de collaborer avec Blissim, qui est une marque hyper établie, très connue par les Parisiennes. Ça montre que Neora, c'est une marque crédible et professionnelle aussi, quoi. Et comment est-ce qu'on a un partenariat avec Blissim? Tu vois, ça c'est dans mon plan stratégique que je m'étais fait. Je m'étais dit, tiens, collaborer avec des box mensuelles, ça pourrait être sympa. Tout simplement en les démarchant, en prenant leur email et en leur proposant des pièces qui pourraient convenir pour leur box. Typiquement, j'avais proposé pour les fêtes de fin d'année, mais au niveau timeline, on était déjà un peu trop short, donc on avait pris la Saint-Valentin, mais démarchage pur et simple. Incroyable, comme quoi ça fonctionne, même auprès des grosses boîtes. Carrément. C'est hyper inspirant. J'ai une dernière question pour toi. Avec le recul, quelles sont les 3 erreurs que tu ne referais pas et les 3 choses que tu ferais différemment si tu devais tout recommencer de zéro? Alors la première, j'aurais dû plus prendre au sérieux ma marque dès le début. Parce que là, avec le recul, je me dis que pendant 5 ans, en fait, j'ai traité ma marque un peu comme ma passion sur le côté, ce qui était le cas évidemment à l'époque, mais j'aurais pu beaucoup plus voir son potentiel et me dire, allez Victoire, fonce, ça marche, essaye d'exploiter d'autres canaux, essaye de faire une stratégie. Je gagnais déjà bien ma vie au final avec cette activité. C'est pas pour une question d'argent, mais c'est plus pour mettre en place dès le début plus de partenariats, faire des fondements plus rapidement. Donc ça, c'était un peu un regret, mais bon, c'est comme ça. Le deuxième, je pense, ça a été d'attendre un peu trop longtemps avant de me faire accompagner, que ce soit par des freelances ou par des agences. Déjà, au-delà de leur expertise qu'elles m'apportaient, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir un œil neuf, un œil critique sur mon business. Par exemple, tu vois, quand j'ai pris une agence pour faire ma direction artistique, donc de base, elle s'occupait vraiment que de l'univers, le visuel de ma marque. Et en fait, elle a analysé mes réseaux sociaux parce qu'au final, c'était aussi une de ses expertises. Et elle m'a dit, la Victoire, ta marque, si tu veux la faire décoller, faut que tu y prêtes un peu plus d'attention. Pour l'instant, ton Instagram, on dirait un peu une vitrine où il se passe pas grand-chose, quoi. C'était beaucoup de très belles photos, tu vois, toutes lisses, très belles, sauf qu'en fait, en 2025, c'est plus ça qui va attirer des clients, c'est plus ça qui va convertir. Elle me dit, il faut beaucoup plus que tu t'impliques, toi, dans ta marque, que tu mettes un peu de ta marque personnelle, que tu te montres, que tu montes les backstage. Donc, ça m'a fait un peu réaliser que c'est vrai que j'étais pas du tout présente, moi, en tant que Victoire, en tant que fondatrice, dans ma communication. Et c'est vrai que les rares fois où je fais des posts où je me montre, bon, c'est pas forcément facile parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est des posts qui marchent 2 fois, 3 fois mieux que les autres parce que les gens apprécient de voir qui est derrière la marque. Donc c'était vraiment grâce à un œil critique plusieurs fois en prenant des professionnels, des freelances ou des agences. On m'a donné comme ça des conseils super précieux que moi j'arrivais plus à voir, comme j'arrive plus à être objective, comme je suis à fond dans mon business H24. C'était précieux, donc je l'aurais fait volontiers plus tôt. Et le troisième point, j'aurais aimé plus exploiter la période du Covid, notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. À l'époque, je m'étais pas du tout lancée dessus. Mes ventes ont bien explosé pendant le Covid, donc c'est top. Mais niveau réseaux sociaux, j'aurais pu carrément exploiter TikTok, qui était une nouvelle plateforme émergente. Il y avait énormément de monde qui consommait le contenu, mais je pense qu'à l'époque, il y avait encore pas beaucoup de créateurs. Ceux qui se sont lancés pendant le Covid à faire des vidéos régulièrement, en fait, ils ont juste explosé. Et encore aujourd'hui, c'est des marques qui fonctionnent super bien. Petit regret pour ça, mais bon, c'est pas grave. On a tous après des regrets de avec le recul si j'avais su, mais je pense que sur le moment, tu as aussi fait de ton mieux, tu avais bien d'autres chats à fouetter et c'est juste les choix et les décisions du moment. Et finalement, le résultat est quand même là. Voilà, c'est ça.
Donc tout va bien. Merci Victoire d'avoir joué le jeu, de répondre à toutes mes questions. J'ai adoré à la fois le côté inspirationnel et tu as ce don de rendre les choses simples. En fait, en t'écoutant, on se dit, en fait, c'est simple, faut juste le faire, faut juste oser, puis ça demande pas de réinventer l'eau chaude. Et ça, c'est cool, c'est rafraîchissant. Merci pour ce partage. Écoute, un grand merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Si nos auditeurs/auditrices veulent aller découvrir Miora, qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce que c'est l'Instagram, le site internet directement? Quels sont les liens que je dois mettre en description de cet épisode de podcast? Volontiers. Alors, Instagram, c'est meora.paris, MEORA, et le site internet, c'est meora-paris.com. Eh ben, je mettrai tout en description. Un grand merci. Avec les 10% si on s'inscrit sur la newsletter. Parfait. Merci beaucoup, Victoire. Un grand merci à toi. Passe une bonne journée.